transhumanisme ou totalitarisme numérique. Vrai danger ou menace improbable? Comment réagir? Louis Fouché nous parle du transhumanisme, ce projet consistant à augmenter l'homme, le rêve technophile de l'homme. Ce rêve-là, technophile finalement, les transhumanismes s'en emparent avec une tentative de séduction pour le grand public, de dire la technique va résoudre tous tes problèmes. Si tu as le bon abonnement, tu ne pourras même ne pas mourir, si tu es riche. Si tu es pauvre, tant pis pour toi, tu seras qu'un esclave du système. La technique va résoudre tous tes problèmes. Le transhumanisme, c'est une vision de l'homme amélioré, grâce à des prothèses techniques telles que le Neuralink d'Elon Musk, qui commence à pointer le bout de son doigt. Cela pourrait être séduisant de prime abord, cela pourrait sembler séduisant. En effet, ne plus souffrir, être de plus en plus performant, puissant, être toujours en bonne santé, apprendre une langue en une journée, multiplier son plaisir sexuel grâce à une prise jack dans le cou par 1000, devenir immortel, quoi. Sauf que ce qu'il y a derrière, le transhumanisme, pourrait bien nous emmener dans une direction dans laquelle nous n'avons à la réflexion, nous, le peuple, que peu d'intérêt à aller. J'aimerais que l'on parle aujourd'hui de ce que tu peux faire, toi, à ton échelle, lorsque tu te rends compte qu'il y a un mensonge, qu'il y a un danger. Je t'en parle dans un instant, mais avant, je voudrais qu'on aborde le lien entre le transhumanisme et ce que nous vivons depuis 2020. Je vais m'appuyer sur les propos de Louis Fouché, car c'est un médecin réanimateur à l'assistance publique de Marseille qui est au cœur du système de santé. Il nous parle de la santé numérique. Aujourd'hui, il y a une feuille de route de la transition numérique en santé qui fait que la santé de demain est conçue par les investisseurs, les institutionnels et les politiques comme étant une santé numérique, absolument algorithmique, où c'est la technique qui décide de comment tu es en bonne santé, tu n'es qu'un rouage là-dedans. Le transhumanisme, c'est un monde rationnel, où tout est calculé, tout est piloté, tout est contrôlé. Comme par exemple, il y a les usines du futur pilotées par les données. Un des exemples, c'est finalement les entrepôts Amazon, où finalement tout est codifié, les gens avec leur Clark ont même des petites impulsions électriques pour les diriger de manière plus précise, pour qu'ils aillent plus vite dans la récupération des colis et dans le redispatching de colis, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés eux-mêmes par des robots. Un homme optimisé. Et là, on n'est pas dans de la science-fiction, puisque tu vois bien que ça existe déjà. Tu trouveras d'ailleurs de multiples exemples, si tu grattes un peu en surface. Le transhumanisme, c'est la volonté qu'ont certains de modifier l'homme, de l'améliorer, soi-disant. Le transhumanisme, c'est la volonté sans limite que l'humain dépasse tous ses handicaps, toutes ses souffrances, toutes ses limites, justement. Mais comment ? En adaptant à lui des artefacts techniques, en plastoc et en métal. Et c'est-à-dire que petit à petit, si on revient à ce qu'on a dit sur l'immunité, l'humain admet de ne plus être un humain. Et donc ça veut dire que le transhumanisme, c'est bien un anti-humanisme radical. C'est quelque chose qui, à la racine, pense que l'humain est insuffisant et doit disparaître pour devenir un hybride, un cyborg, ce que tu veux en fait. Les transhumanistes vivent dans un monde artificiel. C'est la fin de l'être humain tel que nous le connaissons. La fusion, la cybernétisation de l'humain, tous des cyborgs. Mais c'est aussi et surtout contrôler cet homme. Est-ce que l'on veut d'un monde à la Matrix ? Et cette soi-disant nouvelle puissance transutopique, elle n'est pas destinée à tout le monde, elle n'est pas destinée à toi. Elle n'est réservée qu'à un tout petit groupe de personnes. Elle n'est pas pour tout le monde, elle est réservée à une élite, aux puissants et aux qui ont des finances ahurissantes. Mais alors, tu pourrais me rétorquer, en fait, tout cela reste assez hypothétique, Phil. Et si en fait, on ne te demandait pas réellement ton avis, si en fait, on était en train de te l'imposer petit à petit, c'est comme cela que l'on pourrait interpréter ce qui se passe en ce moment depuis quelques mois partout dans le monde.
grâce au prétexte du virus. Aujourd'hui, on te dit, on va lutter contre le virus, et vous pourrez récupérer une partie de vos libertés, sans jamais te dire qu'on te les a prises. Il n'y avait aucune raison, le virus ne t'a jamais pris les libertés. Bah oui, mais C'est pourtant, le gouvernement qui les a pris. mais en écoutant les gens, en écoutant le gouvernement, on va avoir un retour à la vie normale une fois vacciné. Non, il n'y aura pas de retour à la vie normale. C'est une chose qu'il faut comprendre une fois pour toutes. Et c'est écrit par tous les tenants d'idéologie transhumaniste dont on reparlera ensemble. C'est qu'il n'y aura pas de retour à la vie normale, parce que la vie normale d'avant était très malade, déjà. C'est-à-dire que le totalitarisme, il était déjà à l'œuvre, mais progressivement. Il y aurait donc un mensonge, une transformation permanente de notre réalité. L'entreprise actuelle des gouvernements est de te promettre de retrouver ta liberté, rappelle-toi, celle qu'on t'avait auparavant confisquée. Et cela ne s'arrêtera pas. En fait, parce que si on laisse faire, si vous laissez faire la vaccination pour avoir droit à vos libertés, vous mettez le doigt dans un engrenage qui ne s'arrêtera pas. Parce qu'après la vaccination, ce sera quoi? Faut que tu arrêtes de fumer pour avoir le droit d'aller au travail? Faut que tu arrêtes de boire pour avoir le droit d'aller au restaurant? C'est dangereux, tu pourrais rentrer et faire des blessés sur la route. Faut que tu arrêtes de quoi? De te moucher jusqu'à l'absurde en fait. Donc en fait, c'est un engrenage totalitaire, un déferlement totalitaire dans lequel il faut structurer un non franc et massif. En échange de ton consentement, en échange d'un vaccin, qui sait, peut-être tous les 2 mois, parce qu'un virus, ça mute. Peut-être aussi en échange d'une connexion permanente avec ton iPhone et ton application de traçage. Peut-être même que tu auras un QR code pour te déplacer. Fouché nous parle d'un monde numérique qui se transforme alors en un totalitarisme numérique. Pourquoi je te parle d'autre chose que le gouvernement? Parce que finalement, souvent, l'outil du totalitarisme, c'est un outil technique, un outil technologique. Alors, vous savez que c'est mon dada, hein, l'anthropologie de la technique, mais donc j'y reviens souvent. Mais aujourd'hui, Google, par exemple, quand tu as un Gmail, il rentre de manière interstitielle en toi. Si tu veux t'en débarrasser, tu n'y arrives pas. Tu vas passer 3 jours à essayer d'enlever les 300 mails, tu auras toujours des photos de tes enfants, tu auras toujours une facture Ikea ou je sais pas quoi, et à la fin tu n'arriveras pas à t'en débarrasser. Et ton drive, les trucs que tu partages avec toi, tu arriveras encore moins à ton agenda partagé, etc. Donc petit à petit, c'est la caractéristique du pouvoir totalitaire que de rentrer de manière interstitielle dans tous les pans de ta vie et toutes tes interfaces avec le réel. Donc aujourd'hui, on a un monde numérique qui est en train d'installer un totalitarisme numérique radical. À force de vouloir être de plus en plus connecté, pour être plus performant, plus intelligent, plus beau, on se retrouve complètement asservi. On est soumis aux caméras de surveillance omniprésentes, aux algorithmes, aux notations. Tu vas essayer de reprendre ton souffle, tu vas t'en reprendre une autre. Ben là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est à chaque fois que tu crois que tu vas reprendre ton souffle, tu te reprends une autre baisse de tes libertés. Et on te dit, la clé de sortie, c'est ça. Quand on te montre quelque chose, c'est qu'en fait, ça n'est pas là que ça se passe. C'est plutôt là que ça se passe. Et donc la clé de la liberté, c'est absolument pas la vaccination. La vaccination, c'est une problématique sanitaire, c'est une problématique médicale. Ça n'a rien à voir avec une problématique démocratique. Et on est en permanence en train de mélanger les genres, comme en 39-45, on a mélangé les genres en disant la purification ethnique, c'est la survie de notre société, et finalement notre économie ira mieux, notre démocratie ira mieux, notre vie ensemble ira mieux. Non, non, non. Le mélange de la démocratie et du sanitaire questionne. Est-ce qu'on est en train de créer une séparation entre nous? Est-ce qu'on est en train de nous amener à nous diviser, à nous séparer pour mieux nous gouverner? Non, 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 qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et si tu reprends, c'est pareil, en 39-45, certains sociologues ont remontré certains textes du ghetto de Varsovie, où il y a une épidémie de typhus qui sert de prétexte à isoler le ghetto, à petit créer des classes de gens qui seraient malades, pas malades, dangereux. Bah, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec le Covid. On a créé des classes de gens malades, pas malades, dangereux potentiels, dangereux vraiment, pour nous séparer les uns des autres. Et plus on est séparés... Avant le vaccin, c'était les masques. Mais alors, comment réagir? Allons-nous nous laisser totalement régir par des algorithmes et par des dictateurs, pilotés par des méga-corporations? Aujourd'hui, quand des gens se font les porte-voix du gouvernement et répercutent les propos de la propagande en disant « il faut se faire vacciner, il faut se faire vacciner ». Mais où va le train? Vers quoi ça nous emmène? Ouais, c'est ça, le truc. Vers quoi ça nous emmène cette vaccination? Ce passe vaccinal, ce mélange des genres entre une société sanitariste et une société totalitaire. Le côté sanitaire, normalement, n'a pas à voir avec le côté démocratique. C'est une affaire entre un médecin, un patient. Non, 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 là il y a un mélange des genres. Agamben, Hannah Arendt, Michel Foucault en ont déjà parlé de cette société techno-sanitariste, de Khmer blanc.
en fait, qui imposent leur pouvoir totalitaire. Il ne faut pas laisser faire. Il y a tellement de bouleversements en ce moment que nous pouvons facilement nous sentir submergés. Nous pourrions même être tentés de nous soumettre. Arrêtez de penser. On pense pour nous. Ou pas. Il faut que cela change. On est tous à attendre que le premier se lève pour se lever à son tour et dénoncer cette ignominie qui se joue sous nos yeux. Et je vais vous le dire, lorsque j'ai visionné quelques vidéos de Fouché, j'ai d'abord écumé de rage. Puis j'ai pleuré. Maintenant, il est temps d'agir. Ces vidéos de Louis Fouché et d'autres voix dissonantes qui remettent en question la propagande à l'œuvre, cela n'a fait que confirmer ce que je pressentais depuis longtemps. Cette colère qui gronde en moi depuis des mois n'est que l'expression d'un profond désarroi de ce qu'il y a de plus profond en moi. Cette colère sourde qui gronde en moi depuis des mois, je ne dois plus la réprimer. Je dois la transformer en une détermination tranquille, à agir pacifiquement et avec discernement, à interroger mon âme et mon cœur, pour voir ce qui est vrai et pour agir en conséquence. Si le mur de Berlin s'est effondré en une journée, c'est que chaque conscience individuelle qui s'est élevée a posé des actes, et que chacun de ces actes a compté. Et la somme de ces actes se sont mués en une formidable énergie collective, pour reprendre une liberté que l'on n'a pas à quémander. Pour t'apporter espoir et tranquille détermination à agir, soutenu par une force paisible et une ferme résolution, animé d'une clairvoyance que nul ne saurait ôter, je voudrais te proposer un outil, simple et efficace, un outil à inclure dans ton quotidien. C'est une clé de sagesse que j'ai trouvée dans un livre de Gregg Braden. Cette clé de sagesse nous vient du peuple Navajo. Elle nous est rappelée par le peintre amérindien Shonto Begay. Les Navajos ont su trouver la force grâce à cette clé de sagesse durant les épreuves qu'ils ont traversées, des guerres, des sécheresses, des famines, il y a plus de 400 ans. Cette clé est une récitation intime, une prière à garder dans ton cœur. La beauté avec laquelle on vit, la beauté dont on vit, la beauté sur laquelle on fonde sa vie. Cette prière de beauté Navajo nous incite à nous concentrer sur la beauté. La beauté du monde, c'est une invitation à transformer sa douleur intérieure pour supporter et transcender le monde extérieur. Si les Navajos ont survécu, c'est que plutôt que refuser ou éviter les difficultés de la vie, ils ont choisi de les vivre, de vivre ces expériences avec distance. La force de la beauté ne doit pas être sous-estimée. Au-delà d'un plaisir esthétique qui pourrait sembler banal, la beauté est une expérience directe et transformatrice. Les scientifiques ont découvert que l'expérience de la beauté modifie notre chimie, déclenchant de puissantes réactions en chaîne dans nos cellules, dans nos corps. La beauté est une force. La beauté peut changer nos vies. La beauté peut changer le monde. Choisis la beauté. Puise en la beauté la force nécessaire pour agir en homme et en femme, créatures de la nature. La beauté avec laquelle on vit, la beauté dont on vit, la beauté sur laquelle on base sa vie. Lorsque tu dis cette récitation intime, pense bien à mettre une main sur ton cœur. Ce n'est pas quelque chose que tu vis avec ton intellect ou ton mental, c'est quelque chose que tu vis avec ton cœur, avec ta vibration interne. On le refait une dernière fois. On met son attention sur son corps et répète avec moi à voix haute si tu le souhaites. La beauté avec laquelle on vit,
la beauté dont on vit, la beauté sur laquelle on base sa vie. À emporter avec toi, pour le matin, pour le midi et le soir, et chaque fois que la rage ou les larmes te gagnent, reconnecte-toi au mystère et à la puissance de la beauté. Fais de la beauté ton soutien indéfectible. Si tu cherches un autre soutien, retrouve-moi ici.